Ils ont franchi une ligne interdite. À Minneapolis, une scène s'est jouée qui dépasse une simple opération d'immigration. Selon l'extrait, des agents de l'ICE ont tenté d'entrer dans le consulat de l'Équateur sans autorisation. Un lieu qui, en droit international, est censé être inviolable. Et soudain, tout se heurte. Comment une agence peut-elle agir comme si aucune frontière diplomatique n'existait? Le récit affirme qu'à environ 11 heures, un agent a essayé d'accéder aux locaux et que les responsables consulaires l'ont stoppé pour protéger des Équatoriens présents sur place. Si cela devient normal, alors plus aucun espace ne sera réellement hors de portée. On entend même des mots comme « get out of here » pendant que la tension monte. Mais voici le détail qui change tout. L'Équateur a déposé une protestation officielle. Alors la vraie question est simple. Si cette porte avait cédé, qu'est-ce que cela aurait déclenché ensuite? Ce qui s'est passé ici n'est pas présenté comme un incident isolé. C'est décrit comme un signal. Dans l'extrait, on parle d'agents en chasse à Minneapolis cherchant des Équatoriens pendant que certains se trouvaient à l'intérieur même du consulat. Le texte affirme que les officiels consulaires ont activé des protocoles d'urgence du ministère équatorien des Affaires étrangères. Ce n'est pas une réaction banale. C'est une réponse diplomatique à une intrusion potentielle. Et pose-toi la question. Pourquoi une agence prendrait-elle le risque d'un affrontement international pour une entrée interdite? Mais voici où l'histoire se transforme. L'Équateur dit avoir envoyé immédiatement une note de protestation à l'ambassade américaine, exigeant que cela ne se reproduise pas dans ses bureaux consulaires. Ce n'est plus seulement une scène locale, c'est une crise officielle en formation. Quand un consulat devient une cible, ce n'est plus seulement la loi intérieure qui est en jeu, c'est la crédibilité entière d'un pays. Et maintenant, regarde comment tout s'accélère, parce que l'extrait ne s'arrête pas à cette porte. Il ouvre quelque chose de plus vaste. Juste après la tentative d'entrer au consulat, le récit bascule vers une autre preuve, filmée cette fois à Baltimore, dans un centre de détention de l'ICE. On parle de 50 personnes entassées dans une cellule, sans lit, sans toilette. Un chiffre, un lieu précis, 31 Hopkins Plaza. Et soudain, l'histoire change d'échelle. Ce n'est plus seulement un consulat à Minneapolis, c'est un système décrit comme hors contrôle. Mais voici la partie que personne ne peut ignorer. Des images montreraient des femmes et des enfants chantant « Let us out »,« Laissez-nous sortir ». Ce n'est pas un débat abstrait, c'est une scène derrière des murs avec des cris. Quand les détentions deviennent invisibles au public, la frontière entre procédure et abus devient dangereusement mince. Et ce qui rend tout plus troublant, c'est la vitesse. Une tentative d'intrusion diplomatique, puis des cellules surpeuplées, puis des avocats empêchés d'entrer. Maintenant, watch how fast this escalates, parce que Minneapolis n'était que le début. Et là, l'extrait montre que la situation ne se contente pas d'exister, elle s'intensifie. Au Texas, dans ce qui est appelé le centre de détention de Dilley, des avocats auraient été empêchés de rencontrer leurs clients. Même des élus, des sénateurs démocrates et des membres de la Chambre auraient été bloqués à l'entrée. Et derrière ces murs, on décrit des cris, des pleurs, des appels à l'aide. Ce n'est pas censé être normal. Mais c'est justement ça, le basculement. La normalisation de scènes qui ressemblent à une urgence permanente. Mais voici où l'histoire se retourne. Un drone aurait survolé le centre, montrant des détenus habillés comme dans Squid Game. Une image presque irréelle, mais décrite comme ghoulish, grotesque. Quand tout cela devient visuel, quand ça ressemble à un spectacle, le pouvoir ne se cache plus. Il s'expose. Et dans le même souffle, l'extrait compare ces scènes à l'Allemagne des années 1930. Ce n'est pas une analyse académique. C'est un signal d'alarme narratif. Parce qu'à ce stade, la question n'est plus « est-ce légal ?», mais « jusqu'où cela peut aller ?» Et ensuite, l'extrait introduit un autre basculement. Ce n'est plus seulement ce qui se passe derrière les murs, c'est ce qui se passe dehors, en pleine rue. Des journalistes de Status Quo filment à Minneapolis ce qui est décrit comme une zone de guerre. Le narrateur dit « on dirait Fallujah ». Et surtout, des agents de Border Patrol tireraient des munitions dites moins létales à bout portant sur des journalistes. Ce détail change tout, parce que moins létal ne veut pas dire inoffensif. L'extrait affirme que cela a déjà rendu des gens aveugles. Mais voici le moment où l'histoire se fissure.
Pourquoi viser ceux qui documentent? Pourquoi tirer quand une caméra est allumée? Quand le contrôle de l'image devient aussi important, c'est que le pouvoir sait que la perception est une bataille. Et puis, 3 jours plus tôt, le 25 janvier, une reporter nommée Tina Berg aurait été poussée au sol, exposée à des substances toxiques, suffocants. On entend « I can't breathe ». Ce n'est plus une politique, c'est une scène, un choc. Et maintenant, la tension monte encore, parce que même les protestations deviennent une cible. Parce que l'extrait montre aussi quelque chose de profondément révélateur, la psychologie qui s'installe. Lors de manifestations devant un hôtel où logeraient des agents de l'ICE et de la Border Patrol, certains agents auraient été filmés en train de faire un geste obscène, le majeur, aux protestataires. Et il est même dit qu'il se serait exposé à la fenêtre, un détail que le narrateur affirme devoir censurer. Ce n'est pas un détail banal, c'est une rupture de discipline, une transformation en provocation. Mais voici la partie que personne ne dit clairement. Quand ceux qui appliquent la loi commencent à agir comme s'ils étaient au-dessus de tout regard, le rapport de force change. Et puis, une autre vidéo devient virale. Un agent de l'ICE dit à un observateur légal « If you raise your voice, I'll erase your voice ». Relis ça. « Erase your voice ». Effacer ta voix. Et ce langage n'est pas administratif. C'est intimidant. C'est le vocabulaire d'une menace, pas d'une procédure. Et à ce stade, ce qui se joue n'est plus seulement une opération, c'est une escalade culturelle. Parce que maintenant, même les mots deviennent des armes. Et c'est ici que l'extrait bascule vers quelque chose de plus humain, presque inattendu. On voit un manifestant à Minneapolis déguisé en morse dire une phrase qui frappe « I was just a nerdy gamer guy ». Il explique qu'il n'était pas politique du tout, jusqu'à ce qui s'est passé ici. Ce détail est puissant parce qu'il casse le cliché. Ce n'est pas un militant de carrière, c'est quelqu'un qui dit avoir été poussé hors de sa vie normale. Mais voici où ça touche directement le spectateur. Parce que ce moment-là, c'est la politique qui arrive chez les gens ordinaires. Il dit vouloir juste rejouer aux jeux vidéo avec ses amis, mais qu'il doit aider sa communauté tant que l'ICE reste au Minnesota. Quand des personnes apolitiques deviennent actives, c'est souvent le signe que quelque chose a dépassé une limite sociale. Et il ajoute une autre phrase troublante. En tant qu'homme blanc, il n'avait jamais eu à s'inquiéter, jusqu'à maintenant. If this feels familiar, say so in the comments. Parce que c'est là que l'histoire devient réelle, quand ce n'est plus une news, mais un réveil collectif. Et maintenant, l'extrait commence à révéler le mécanisme derrière tout ça. Il est mentionné qu'un groupe national vient de se former, appelé Fight Against Federal Overreach, une coalition de procureurs locaux coordonnant une riposte contre ce qu'ils décrivent comme des entrées sans mandat, des détentions illégales, des tactiques coercitives et d'autres violations constitutionnelles. Ce n'est pas une simple indignation, c'est une infrastructure de contre-pouvoir. Mais voici le détail qui change tout. Il parle déjà de garder des logs, des dossiers, pour poursuivre certains agents dans le futur, après la fin du régime Trump, dans les délais de prescription. Quand des procureurs commencent à préparer l'après, c'est qu'ils considèrent que quelque chose d'exceptionnel est en train de se produire maintenant. Ce n'est plus seulement une confrontation dans la rue, c'est une bataille institutionnelle qui s'organise en coulisses. Et pendant que certains agents tentent d'entrer dans un consulat, d'autres acteurs commencent déjà à documenter, à archiver, à préparer des procès. This is where the story flips. Parce que la prochaine phase n'est pas seulement policière, elle est politique, juridique et imminente. Et maintenant, on arrive au point où tout converge vers le futur proche. Dans l'extrait, il est dit que le président Trump ignore les ordres des tribunaux et que ses actions montrent qu'il ne se soucie pas des règles. Ce n'est pas présenté comme un désaccord politique, mais comme une rupture avec les limites habituelles. Et c'est là que deux trajectoires apparaissent. Première possibilité, cette escalade continue. Les tentatives d'entrer dans des lieux diplomatiques, les détentions surpeuplées, les journalistes ciblés,
deviennent une nouvelle normalité et chaque semaine repousse la ligne un peu plus loin. Deuxième possibilité, une résistance s'organise. Des protestataires dans les rues, des procureurs coordonnés, un congressman mentionné qui dit vouloir introduire un projet de loi pour définancer l'ICE. Mais voici la tension centrale. Aucune de ces routes n'est stable. Tout est en mouvement. Et le manifestant Morse le dit lui-même, « Our government is way too slow. Hence why we're out in the streets. » Quand les institutions ralentissent et que la rue accélère, l'histoire devient imprévisible. Et la question qui reste suspendue est simple. La prochaine porte, la prochaine confrontation est déjà en train de se former. Au fond, cette histoire n'est pas seulement à propos d'un consulat ou d'un centre de détention ou même d'une manifestation. C'est à propos d'une ligne, la ligne entre loi et force, entre procédure et intimidation, entre invisibilité et spectacle. Dans l'extrait, tout commence avec une tentative d'entrer dans le consulat équatorien à Minneapolis, stoppée par des officiels, puis viennent des images de cellules surpeuplées à Baltimore, des chants « Let us out » au Texas, des journalistes repoussés, frappés, suffocants et des mots glaçants « If you raise your voice, I'll erase your voice ». Quand autant de scènes différentes racontent la même tension, ce n'est plus un accident, c'est un symptôme. Et voici l'insight central. Ce n'est pas seulement ce que le pouvoir fait, c'est ce qu'il teste. Jusqu'où il peut aller. Qui s'arrête, qui regarde, qui détourne les yeux. Parce qu'une frontière diplomatique, une porte de consulat, une caméra de journaliste, ce sont des lignes rouges. Et la question qui reste, c'est celle-ci. Laquelle sera franchie ensuite? Si tu veux continuer à suivre cette escalade, abonne-toi, parce que la prochaine partie de cette histoire est déjà en train de s'écrire.